D'abord, excusez les problèmes techniques qui ont été à l'origine de ce retard. Et je voudrais dire quelques mots au nom des Amis de la Liberté qui souhaitent la bienvenue à ceux qui sont là et à ceux qui sont là aussi, à propos de cette journée. Et je voudrais aussi dire, pour commencer, que quand Robert Charvin, ici présent, nous a demandé de participer à l'organisation de cette rencontre, et vous voyez que ce n'était pas mince affaire, nous avons répondu oui sans hésiter et pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, parce que les suggestions de Robert, et c'en est une importante, sa participation militante ont toujours été précieuses pour notre association. Nous savions en acceptant sa demande que nous étions dans le droit fil de nos principes. Ces principes, permettez-moi de les rappeler, et c'est la deuxième raison. Ils ont été rédigés par le regretté André Tozel, disparu brutalement en 2017, philosophe, professeur des universités, dont les publications nombreuses sont la marque d'une culture et d'une pensée féconde. Voici quelques-unes des lignes que celui qui fut notre président écrivit pour présenter notre association. Ce ne sont que des extraits, bien sûr. Mais vous trouverez l'intégralité sur le site amisdelaliberté.fr. L'association des Amis de la Liberté a été créée officiellement en avril 2006, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années environ. Et son appellation peut vous rappeler celle d'un club de 1792, les Amis de la Liberté et de l'Égalité. Cette association a pour but de dynamiser la pensée critique, de combattre toutes les mystifications intellectuelles, elles sont nombreuses, et morales, d'éclairer et de défendre les acquis démocratiques qui sont le meilleur de la civilisation, de contribuer à rendre compréhensibles les transformations bouleversantes de notre monde grand et terrible, d'aider à former le jugement commun de chacun et chacune sur les bases d'une information sûre et d'analyse sérieuse, d'ouvrir aux créations anciennes et actuelles du génie humain dans l'ordre du savoir, des pratiques artistiques et de la culture quotidienne. Et je dois dire que depuis 20 ans, et le programme que nous avons et qui est à votre disposition ici pour ce second semestre, et celui qui est en préparation pour le premier semestre de notre 20e année d'existence, est tout à fait à l'image de ce que écrivait André Tozel. Je viens de l'envoyer sur WhatsApp. Tout à fait, merci. Par contre, il faut que tu éteignes ton micro. Enfin, le combat pour la paix qui nous réunit, et c'est la troisième raison, qui nous réunit aujourd'hui, est le but essentiel de toute notre action. Nous avons d'ailleurs eu plusieurs rencontres à ce sujet dans les années précédentes. Oui, c'est bon, c'est bon. Et éteins ton micro. Une paix qui n'est pas l'absence de guerre, mais, et permettez-moi de lire pour terminer ce préambule à vos travaux, un court extrait de l'œuvre de Spinoza, dont André Tozel était un spécialiste. Dans le traité théologico-politique, Spinoza écrit, et l'actualité de ce texte publié en 1670. Et saisissant, voilà le texte tel qu'il a été écrit par Spinoza il y a quelques 200 et quelques années, je ne sais pas, 170 ans. L'expérience paraît enseigner que, dans l'intérêt de la paix et de la concorde, il convient que tout le pouvoir soit concentré dans les mains d'un seul. Mais si la paix est le noble mérite de porter la servitude, la barbarie et la solitude, il n'est rien pour les hommes d'aussi lamentable que la paix. Entre les parents et les enfants, il y a certes plus de querelles et des discussions plus âpres qu'entre maîtres et esclaves. Et cependant, il n'est pas dans l'intérêt d'une saine gestion de la famille que l'autorité paternelle se transforme en droit de propriété et de domination, et que les enfants soient traités en esclaves. C'est donc la servitude, non la paix, qui demande que le pouvoir passe entre les mains d'un seul. Ainsi, nous l'avons déjà dit, la paix ne consiste pas dans l'absence de guerre, mais dans l'union des âmes, c'est-à-dire dans la concorde. Voilà, j'ai terminé avec mon petit laïus de débat. Je vais laisser la parole à Robert, je crois qu'il va nous présenter le premier sujet, et je souhaite à l'Assemblée de fructueux débats qui enrichiront notre expérience. Voilà, chers amis, j'ai pensé, moi, qu'il serait utile, avec les juristes disponibles, il y en a quelques-uns qui viendront, notamment tous cet après-midi,
de réfléchir un petit moment, quelques heures, sur la mise en cause qui semble radicale du droit international, du droit en général d'ailleurs, y compris dans l'ordre interne, et des Nations Unies. Et le 80e anniversaire qui est souhaité célébrer ici ou là ne le sera pas certainement très fort à Paris, méritait, je pense, cet intérêt. Je pense à cette occasion à toute une série d'amis avocats qui ont disparu aujourd'hui et qui étaient sur le front pendant des décennies, notamment à propos des mouvements de libération, et qui les ont aidés sur le terrain. Je pense à Maître Douzon, à Nicole Dreyfus, à Pierre Steve, à Joël Nordman, à Caldor, à Maître Mirande, qui était présidente de l'Association mondiale des déportés, Léa Tsemel, en Israël, qui était particulièrement mobilisée déjà il y a 40 ans pour les Palestiniens, Maître Lederman, et puis Jacques Vergès, que j'ai connu intensément dans les dernières décennies, puisque j'avais écrit un petit bouquin sur lui. Et puis bien sûr, évidemment, Monique et Roland Veil, qui sont un petit peu chez nous les amis permanents, et qui ont défendu corps et âme le principe de la souveraineté contre toutes les tendances néo-progressistes qui se sont manifestées à ce propos à un moment donné lorsque l'Europe s'est créée et qui annonçait déjà les positions du président de la République française actuelle en parlant d'une souveraineté européenne qui ne s'est jamais substituée à la souveraineté et qui ne règle absolument rien en la matière. Sachant que souveraineté nationale et souveraineté populaire sont étroitement associées, mais qu'il ne peut y avoir de souveraineté populaire, c'est-à-dire de liberté d'autodétermination à l'interne, que si à l'international on est indépendant. Et cela aujourd'hui est d'une évidence quasi absolue avec toutes les ingérences multiples qui se développent depuis quelques décennies. Moi j'ai été frappé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, sur France Inter Télévision, sur la chaîne télé, le 23 juillet, un individu qui se prétendait un expert, et les télévisions, vous savez, recourent beaucoup aux experts en ce moment, on ne sait pas d'où ils sortent, mais il y en a beaucoup, qui avait dit, sans provoquer de réplique, le droit international, c'était avant. Et en gros, il pensait que le droit international, comme le droit interne, finalement, c'était avant. Que la régulation n'était plus ajustée, la régulation juridique, et qu'il fallait trouver autre chose, et que l'ONU était inappropriée, et que le droit international n'avait plus rien à faire parce qu'il était complètement impuissant face aux problèmes du jour. Et cette position de ce soi-disant expert a trouvé toute une série d'alliés dans une cohorte de journalistes, de politiciens, de nouveaux experts qui sont passés par la suite, considérant que, en fait, le droit c'était obsolète. Et c'était évidemment programmé. C'est ajouté à cela l'arrivée aux États-Unis d'un libertarien, je ne sais même pas s'il sait vraiment si c'est de quoi il s'agit, mais de fait, un libertarien, et les libertariens qui sont présents en Argentine, mais qui sont présents aussi en France et en Europe et un peu partout en ce moment, ne veulent plus de l'État, ne veulent plus du droit, et veulent donner finalement tous les pouvoirs essentiels au pouvoir privé, aux grandes firmes et à leurs subordonnés. Et je crois que c'est un immense danger pour la réalité politique d'aujourd'hui et de demain, mais surtout de demain, car sans régulation juridique, quelle que soit sa mauvaise ou bonne qualité, les chances d'un changement profond et enraciné disparaissent. J'ai été étonné aussi de la faible réaction des partis politiques. L'international ne les a jamais beaucoup intéressés, puisque ce n'est pas tellement à l'ordre du jour dans les questions électorales, et que les élections les préoccupent plus peut-être qu'il ne faudrait. Pratiquement pas de réaction sur ce sujet, sur la question de l'exécution capitale du droit, sur toutes les manipulations qui ont lieu pour l'interpréter de manière variée, et notamment pour les juristes qui ont essayé d'inventer des concepts qui n'ont pas duré longtemps, mais qui ont fait un mal terrible. Par exemple, les interventions en faveur de l'ingérence pour contourner la souveraineté avec l'argument de l'humanitaire, qui est mis à toutes les sauces.
On a renouvelé cela après les difficultés de la notion d'ingérence humanitaire, étant donné les circonstances dans lesquelles elle se passait, avec la responsabilité de protéger les civils contre leur propre État, toujours au nom de l'humanitaire, avec un succès relatif, puisque là aussi, les choses se sont un peu enlisées. Le vocabulaire contribue beaucoup aussi à une malconnaissance de la réalité juridique. Comment peut-on parler aujourd'hui d'une communauté internationale? Elle n'a jamais existé, elle est encore loin d'exister, mais néanmoins la communauté internationale, elle est présentée en fait le plus souvent comme le petit monde occidental, qui aujourd'hui se croit toujours le centre du monde et qui ne l'est plus depuis déjà pas mal de temps, et qui le sera de moins en moins, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons culturelles et idéologiques. L'Europe a un bilan positif dans un certain nombre de domaines culturels, la France aussi. Il n'est pas question de nier les contributions culturelles de l'Occident, mais il n'est pas question non plus de nier à ce propos la nullité de toutes les autres civilisations. On n'en est plus là, malheureusement, dans les faits, mais on en est là encore dans les esprits. Je crois que les peuples qui ont colonisé sont toujours des colonialistes dans l'esprit. Ils n'arrivent pas à effacer ça de leur tête. C'est une pathologie qui se reproduit, je crois, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Dans tous les pays qui ont colonisé, il y a la même maladie et c'est très difficile à l'éliminer. On voit aussi dans le langage courant la confusion permanente entre légalité et légitimité. Maintenant, on a l'impression que les journalistes, notamment, sont les spécialistes de la confusion. Je crois qu'ils le sont d'ailleurs très souvent. Peut-être pour des raisons de carrière, pour certains d'entre eux d'ailleurs, ou pour des raisons d'inculture, c'est aussi très vraisemblable. J'ai enseigné quelques années dans une école de journalisme, j'ai vu ce que l'on enseignait. On enseigne le savoir-faire, très peu le savoir. Cette confusion du vocabulaire, la notion de guerre juste, par exemple, qu'on a vu réapparaître, qui est un débris du passé juridique très occidentaliste, mais qui réapparaît régulièrement. Il y a des guerres justes, et toutes les analyses sont binaires, ça c'est clair et net. Il y a le bien et le mal qui s'opposent partout dans le monde. Évidemment, nous sommes toujours du bon côté de l'histoire et du côté du bien. C'est la règle absolue. Seulement, c'est vrai dans chaque pays. Et ça, c'est un peu gênant. Et donc, du point de vue de l'analyse scientifique et de l'analyse sérieuse, c'est extrêmement ambigu. L'Occident se prend toujours pour ce qu'il n'est plus. Et je crois que c'est une pathologie dangereuse, y compris pour le maintien de la paix. Alors, nous sommes dans le cadre aujourd'hui des activités de juristes et nos associations de juristes françaises et internationales. Je crois en quelques urgences. Mon intervention sera d'ailleurs pratique et militante que purement juridique. Je pense que, comme le disait Roland Weil, il serait utile, urgent, de sortir le droit du placard. Dans l'entreprise, on est à peu près convaincu de cela, avec quelques contentieux, entre non convaincus et convaincus. Le droit du travail, c'est important, les prud'hommes, c'est pas négligeable, et la bataille juridique, dans l'entreprise, c'est important comme les mouvements populaires et comme les mouvements de masse. Je ne suis pas sûr encore que toutes les populations soient sûres de cette position, mais moi, elle me paraît juste. De même au niveau de la lutte politique, et on le voit en ce moment avec la manipulation du droit parlementaire, la maîtrise du droit, c'est une arme importante que maîtrisent mieux d'ailleurs les partis bourgeois que les autres. C'est évident, c'est leur famille. Et dans l'ordre international, je crois que le droit international, y compris avec ses faiblesses et ses carences, est une arme positive de plus en plus aujourd'hui, car on a le sentiment d'une inversion du rôle dans le monde. Pendant un bon moment, les mouvements révolutionnaires installés dans certains pays se méfiaient beaucoup du droit et essayaient d'en inventer un autre. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je vois entre l'attitude prudente de la Chine, par exemple, et la violence tous azimuts des États-Unis, les différences. Et je pense que c'est fait pour se prolonger. On en parlera peut-être en conclusion. Autre élément important dont il faut se méfier, et dont les associations de juristes doivent réfléchir,
la méconnaissance des faits internationaux. Il y a une revue française, là, une des revues les plus classiques, qui a le mérite d'analyser dans chaque numéro les faits internationaux et d'essayer de les analyser le mieux possible. Mais aujourd'hui, on a une opinion sur tous les faits événementiels qui se produisent tous les jours sans en connaître le vrai contenu. J'ai entendu il y a peu de temps, je ne savais pas que par exemple en 67, lorsque les armées arabes se sont heurtées aux Israéliens, l'armée marocaine a envoyé un contingent qui, simultanément, avec ses services spéciaux et les Américains, éliminait Ben Barka à Paris. Donc, un jeu double du Maroc, participant à une campagne pro-arabe et pro-palestinienne, et simultanément éliminant un des grands leaders du tiers-monde qui était Ben Barka, la même année, et en même temps, et simultanément. Comment faire un commentaire sérieux, par exemple, de la position du Maroc dans cette affaire de 67, si on ne connaissait pas ces faits-là? Et moi, je ne les connaissais pas, et plein de gens ne les connaissaient pas. Comment donc faire sans connaître la réalité? Est-ce que vous croyez que l'on sait tout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Non. Quelle relation y a-t-il entre Maïdan et aujourd'hui? Entre la présence de l'OTAN, par des biais indirects, et la réaction des Russes? Tout ça, on le saura peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais déjà, tout le monde a son opinion. Et les journalistes en premier lieu, et les politiques aussi. Par exemple, face à cette situation de guerre et de conflit, l'essentiel aurait été d'être non aligné. La paix étant une priorité absolue, la position de chacun d'entre nous, si on est un minimum d'esprit critique et positif, c'est de dire on n'en sait rien et on est pour la paix. Il faut trouver des solutions politiques, comme pour la Palestine et Israël, parce qu'on n'a pas tous les éléments d'appréciation, ni dans l'ordre interne, mais surtout pas dans l'ordre international. Autre préoccupation que l'on devrait avoir systématiquement: prendre connaissance de ce qui s'enseigne dans les facultés de droit et les instituts d'études politiques, et qui est souvent désastreux, plus que désastreux. Et je pense qu'il serait utile de critiquer ce type d'enseignement qui fabrique les cadres moyens, au moins, de la société française, et qui formate de manière négative quantité d'individus qui ne savent pas d'ailleurs qu'ils sont formés ainsi. Je crois que c'est une question très importante. Et mon rêve a été toujours, dans les associations de juristes, d'inventer un manuel international de droit international, où chaque pays pourrait se consacrer au développement d'un chapitre qui le concerne particulièrement, pour faire que c'est une pensée internationale qui devrait s'imposer par-delà les frontières dans l'enseignement du droit international. Et non pas, dans chaque pays, le droit allemand tel que les Allemands tels qu'ils le voient, les Français tels qu'on voit le droit international, les Américains, etc., etc. Pour comprendre, vous savez, la réalité soviétique, il était très important de connaître ce qu'avait écrit Pachoukanis au début de la Révolution, ce qu'enseignait Tounkin avec l'époque khrouchtchevienne. Sans ça, qu'est-ce que l'on avait comme source et comme origine? Des analyses de Français des analyses d'Américains sur les Soviétiques, c'est-à-dire autre chose que la réalité. S'intéresser au travail de chaque pays, et notamment de ceux qui sont en conflit avec nous, c'est fondamental. Et c'est encore plus fondamental si l'on pouvait penser ensemble, juristes par-delà les frontières, de la réalité du droit international et de son importance et du contenu réel qu'il a. Actuellement, je crois que le système économique qui est dominant, le système capitaliste dans le monde, il n'a plus besoin du droit. Au contraire, il est handicapé par le droit. Le droit, c'est un handicap pour lui. Pendant un bon moment, on a constaté que dans le domaine du droit économique, l'essentiel, c'était la liberté de concurrence, la liberté des contrats, etc. Enfin, tout ce qui était la liberté de circulation, parce qu'on était tellement dominant qu'évidemment, la liberté, ça favorisait les puissants. Aujourd'hui, la situation est plus équilibrée et les problèmes sont beaucoup plus compliqués. La querelle Chine-États-Unis, ce n'est pas une querelle, une mince querelle. C'est une querelle qui peut déboucher sur, dans quelques années, un nouveau leadership dans le monde, une nouvelle conception des relations internationales,
une nouvelle conception du droit. Parce que les Chinois en sont revenus de leur culture ajuridique, qui a été une longue bataille aussi entre Chinois eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on voit la prudence des Chinois, de la stratégie chinoise, leur défense assez systématique depuis quelques années du droit international tel qu'il est, malgré son caractère souvent conservateur, parce que la situation s'est inversée, et pas parce que, comme dit notre collègue Michel Tropper, qui est un grand juriste français, que personne ne connaît bien entendu, le droit c'est le pouvoir, et le pouvoir fabrique le droit. Et donc en conséquence, c'est une question majeure, mais tous les mêmes ne l'utilisent pas en même temps. Aujourd'hui, il y a une régulation qui est préférée par le monde capitaliste, c'est une conjugaison d'une vague morale fondée précisément sur des idées de légitimité et non pas d'égalité, avec des bribes de droit telles que ça l'arrange. Par exemple, il y a le retour un peu des traités inégaux qui seraient à étudier, avec notamment les traités imposés par les États-Unis à certains pays du Sud à propos des taxes douanières, et même à propos des pays occidentaux, européens. Les traités inégaux qui ont été à l'origine de la chute de la Chine au XIXe siècle, de la Chine de ses positions presque égalitaires à l'Occident jusqu'au XIXe siècle et qui s'est effondré sous les coups de la violence et des rapports de force favorables aux puissances européennes. Et puis la violence et la guerre. Et rien ne dit que les pays aujourd'hui occidentaux qui sont en train de se faire doubler par des puissances que l'on appelle aujourd'hui les BRICS, plus le Sud global, c'est-à-dire, comme disent les Chinois, la majorité mondiale, 51% de la population de la planète, rien ne dit que l'Occident va accepter pacifiquement d'être doublé sur le terrain des marchés, sur le terrain des investissements, sur le terrain des capitaux et des bénéfices à réaliser et des profits. Rien ne le dit, parce que beaucoup de guerres, on le sait dans le monde, dans l'histoire, ont été liées à ces concurrences économiques et non pas à tout ce qui a été raconté, bien sûr, aux soldats qui fournissaient la chair à canon. Et dans cette période, donc, en conséquence, je crois que la Charte des Nations Unies, c'est ce qu'il y a de plus précieux en ce moment. Ces principes fondamentaux sont plus que jamais à l'ordre du jour. En premier lieu, le principe de souveraineté. Le principe de souveraineté qui n'est pas un principe définitif ancré dans les textes sacrés, mais qui est pour l'heure fondamental. À chacun sa liberté de s'autodéterminer. On n'y est pas encore arrivé dans la pratique. Il faut y parvenir, c'est un des rares moyens juridiques prévus pour empêcher les ingérences et les impérialismes. Et c'est vraiment pas le moment d'abandonner cette notion. Il faut au contraire la réaffirmer. Et je suis tout à fait désolé que de très bonnes juristes, je pense à ma collègue Camille Gendreau par exemple, qui était une progressiste très ferme et convaincue, soit persuadée au contraire que la souveraineté est dépassée, c'est archaïque, et qu'il faut en passer, comme le dit le président Macron, à la souveraineté européenne par exemple. Une chose est la coopération entre tous les États, y compris en Europe, bien sûr. Autre chose est l'abandon de la souveraineté nationale, parce que la nation, c'est encore une réalité, qu'on le veuille ou non. Et la plupart des problèmes aujourd'hui sont des violences intra-internationales, et non pas inter-étatiques. C'est très significatif. Aujourd'hui, les ingérences, on n'ose pas les faire encore ouvertement, pas toujours du moins. Si ce n'est pour des pays comme la Libye, dont tout le monde se moque éperdument. On l'a vu, puisque l'internationalisme n'a absolument pas joué. On intervient par des biais indirects en s'appuyant sur des forces nationales internes à la nation, et on bouleverse ainsi les régimes politiques. Et l'on pourrait faire la démonstration de tout cela en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est-à-dire presque partout dans le monde. Les forces extérieures se multiplient pour intervenir et jouer un rôle politique dans chaque nation.
chaque nation faible. Et donc la souveraineté deviendrait exclusivement le droit des grandes puissances. Et c'est inadmissible. Il faut parvenir à ce que la souveraineté nationale soit effective, y compris pour les petits pays, et on en est bien encore loin. Et c'est peut-être d'ailleurs totalement utopique. Mais il faut essayer, et surtout pas cracher sur ce qui nous paraît fondamental, comme le font aujourd'hui tant de médias et tant de politiques. Je crois que la paix, quelle qu'elle soit, c'est une question majeure. On le voit actuellement dans deux pays qui souffrent, l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, la jeunesse est de plus en plus réticente à se mêler à ce conflit qui ne le concerne pas toujours. On le voit avec le drame de la Palestine, avec ce massacre extraordinaire et inapproprié et inadapté et disproportionné entre celui subi par les Palestiniens et le massacre subi en octobre, on le répète assez, par les Israéliens. Beaucoup de juristes israéliens pensent comme nous, c'est-à-dire que une honte s'est abattue sur un pays dont le peuple a pourtant souffert à haut niveau. Et on pense sans doute que c'est une mauvaise école de souffrir. Je crois que c'est vrai pour les petits jeunes dans nos quartiers. S'ils avaient une vie plus facile dans les premières années, ils ne deviendraient pas ce qu'ils deviennent souvent. La meilleure réponse pour la paix et pour la vie, c'est le bonheur. Et ce bonheur n'existe pas pour certains peuples, on ne sait pas trop pourquoi. La paix, donc, c'est une priorité absolue. Et dans l'ONU, c'est bien clair, c'est la règle du jeu. Alors on critique un certain nombre de dispositions qui se trouvent dans l'Organisation des Nations Unies, c'est par exemple le droit de veto. Comme si les droits de veto étaient tombés par le hasard de 1945 des rapports de force. Au contraire, je crois que le droit de veto en 1945 était une nécessité absolue, étant donné l'égale participation des Alliés à la victoire contre le fascisme, mais à cause du fait qu'il fallait justement que l'ONU ne devienne pas un instrument entre les mains de l'un d'entre eux. Et donc il fallait donner le droit de veto aux soviétiques et à d'autres pour éviter précisément que l'Union soviétique paye le prix à nouveau de la victoire parce qu'ils étaient très minoritaires. Il y avait 52 États seulement membres des Nations Unies en 1945 et la plupart étaient pro-occidentaux, y compris les pays arabes. Et les conditions donc n'étaient pas réunies pour assurer la coexistence pacifique. Et cette coexistence, elle a quand même évité probablement une troisième guerre mondiale. Et ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, le droit de veto, on pourrait imaginer un élargissement à quelques pays du Sud, mais la question se pose, lesquels? Et il faut être très prudent avec ces révisions de la charte éventuelle, parce que ça pourrait fragiliser l'ensemble du système et tout mettre par terre. Même chose avec le rôle de l'Assemblée Générale. On pourrait être à fond pour le fait que l'Assemblée Générale ait un pouvoir contraignant et non pas soit producteur d'un soft law pas très utile et pas très efficace. Mais le danger est que, en grattant un peu sur la charte, on fasse tout liquider. Et en conséquence, il faut bien distinguer l'Organisation des Nations Unies, qu'on peut critiquer et concevoir d'une autre façon, et les dispositions de fond juridiques, proprement juridiques. J'ai pensé, par exemple, il y a longtemps que j'ai essayé de dire ici ou là que la structure de l'OIT, par exemple, était très intéressante, avec une participation des salariés et des patrons dans une organisation responsable des problèmes du travail. Ça me paraissait être une invention positive au-delà des délégations étatiques qui seules représentaient les États. Mais comment faire pour que ce type de structure pénètre l'Organisation des Nations Unies? Là encore, le problème est dangereux. Comment seraient désignés ces représentants populaires? Bien que ce soit, à mon avis, nécessaire, il est impensable que le seul Quai d'Orsay, le seul président de la République soit capable de décider de la guerre ou de la paix, d'autant plus qu'on n'a plus besoin de déclarer la guerre aujourd'hui, on l'a fait.
sans problème. Plus personne ne déclare la guerre, il n'y a plus de vote des assemblées, il n'y a plus rien du tout, si ce n'est qu'on décide. À 5, 6, à 10, à 15, on décide dans chaque pays d'intervenir ici ou là, et de faire la guerre aux autres. Donc il faudrait démocratiser la société internationale et la politique étrangère, mais comment? Je crois qu'il faudrait poser les problèmes, s'interroger, questionner, populariser un petit peu des idées, mais faire attention de toucher prudemment tout cela. Il y a des évidences, néanmoins, qu'il serait nécessaire de dénoncer. À chaque fois qu'il y a une grave crise, militaire, armée, on sent qu'il y a un besoin d'une force d'interposition pour essayer de stopper les frais. Et l'ONU avait prévu quelque chose. Un certain nombre de dispositions prévoient l'existence d'un comité d'état-major qui administre des forces des Nations Unies, c'est les casques bleus, pour intervenir de manière neutre, réellement neutre, dans des conflits où s'affrontent des peuples ou des intérêts différents. Mais ce comité d'état-major n'a pas beaucoup d'existence permanente, concrète. Dans chaque cas précis, il faut trouver à l'ONU, pour l'ONU, des pays qui acceptent de fournir des contingents avec des moyens financiers limités et qui interviennent de manière souvent peu efficace. Alors qu'au contraire, on pourrait imaginer une armée permanente, au moins une qui serait efficace pour le maintien de la paix comme force d'interposition. Il faudrait donc un budget. Or, le budget, c'est un des problèmes fondamentaux des Nations Unies qui n'a pas d'argent, qui a quelques milliards de budget, très modérément diffusés par les États membres, avec retard, c'est une spécialité des États-Unis, ce qui est un moyen de pression sur l'organisation, notamment au moment des élections du secrétaire général, où l'on met en déficit l'ONU, sauf si par hasard on paye tout de suite si un bon secrétaire général est choisi. Et ça a toujours été jusqu'à présent, presque toujours un Américain ou bien incompréhensif pour les Américains. Le financement de l'ONU, puisqu'on parle des impôts en ce moment beaucoup en France, mériterait une fiscalité internationale. Et là encore, c'est une question que l'on peut suggérer. Et moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que je trouve nos associations trop académiques et trop préoccupées des mêmes problèmes depuis de très longues années. Et précisément, quand on a un certain âge, j'aimerais jouer bientôt pour Lambert, on s'aperçoit un peu qu'on est un peu répétitif et que les redites, vous savez, c'est pas loin d'être une farce. Marx disait déjà ça. La farce, c'est quand même que les mêmes problèmes soient reposés en permanence. Et pour des raisons de facilité, non pas technique, mais de facilité personnelle, on préfère intervenir sur des questions techniques que sur des questions à haute portée politique. Les juristes sont spécialistes de cette prudence, pour des raisons d'origine sociale sans doute et de formatage. Mais je crois que les juristes démocrates et les juristes progressistes pourraient se lancer plus carrément dans des questions périlleuses, sur des thèmes dangereux, et non pas seulement sur ceux qui sont modérément problématiques. Aujourd'hui, l'OTAN menace de se substituer à l'ONU, et là encore, on a vu, ici ou là, des hésitations à ne pas condamner l'OTAN comme on le faisait par le passé. Je ne citerai personne, mais je l'ai un petit peu sur la pomme de terre. Que l'OTAN puisse être considérée d'une manière objective. Je crois qu'en la matière, l'objectivité n'a absolument rien à voir. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les anciens officiers qui défilent à la télé, anciens membres de l'état-major de l'OTAN, qui sont toujours des convaincus, en un seul mot. Parce que je suis toi, par exemple. Nous sommes au bord d'une situation où deux camps s'opposent, à nouveau, en voie de constitution, dans l'ambiguïté, dans la confusion. Le premier, c'est toujours le même, c'est le nôtre. Les États-Unis en tête, trompistes ou pas, on est toujours là,
toujours derrière, c'est quand même nos grands amis, qu'ils soient néo-fascistes ou démocrates, peu importe. On est à peine content qu'un maire de New York ait été élu et qu'il ne soit pas d'attendance trompiste. Et on est guère sévère avec le trompisme, dont on ne voit pas exactement autre chose que la fantaisie et le folklore. Mais le néofascisme aujourd'hui est plus séduisant aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 30. Il sourit, il est à la mode. Regardez notre président du Front National en France, une élégance parfaite. Je rêve d'avoir un col de chemise comme il en a. C'est ce que j'apprécie le plus chez lui. Regardez M. Trump, aujourd'hui il fait plus sourire qu'il n'inquiète. Et je pense que c'est à tort. Alors un camp occidental, occidentaliste plus que jamais, qui se trouve des ennemis parce que c'est absolument nécessaire quand on veut s'affirmer, il faut avoir des ennemis, on a besoin d'ennemis. On a trouvé tout ce qu'il fallait, les Russes, les Chinois, la Corée du Nord qui se mêle des affaires européennes, ce qui est particulièrement scandaleux. On avait l'habitude d'aller chez eux, mais chez nous, quand même, on était entre nous, entre blancs, on pouvait se battre et se tuer allègrement. Maintenant, même des Asiatiques interviennent en Europe, ce qui est scandaleux. Pourquoi pas des Noirs ou des Arabes, pendant qu'on y est. Ça va venir, attention, monsieur. On a l'Iran, on a tout ce qu'il faut. Des pays de vieille civilisation, des pays confucianistes, des pays musulmans, des pays athées, on a tout ce qu'il faut pour faire des bons ennemis. De l'autre côté, il y a quelque chose qui se dessine. Et je crois qu'il faudra en reparler, il faudra travailler dessus. Et là aussi, on a besoin en tant que juristes occidentaux de traduction du droit des documents du parti chinois et de l'État chinois. Moi, j'ai compris ce que pensaient les soviétiques à l'époque khrouchtchevienne avec les travaux de Toutkin traduits en français. Il faudrait maintenant avoir la possibilité d'obtenir des traductions des manuels de droit international de Chine pour savoir ce qu'il en est réellement aujourd'hui de la doctrine officielle chinoise, même si on sait bien sûr que le droit ça se viole, c'est fait pour ça, mais quand même, ça nous aiderait bien à comprendre un peu les positions actuelles. Il se constitue en effet, au niveau de toute la planète, une tentative d'organisation nouvelle, l'organisation de coopération de Shanghai notamment, qui associe les BRICS, la Chine et un bon nombre de pays du Sud, et qui essaie de combiner la coopération et le respect des indépendances. Quand on va associer la Chine et l'Inde, c'est quelque chose de très important. Bien sûr que ce sont des adversaires, et ils sont en compétition. Et l'Occident essaye toujours de mettre un coin entre les deux, en s'appuyant sur l'Inde. Mais néanmoins, il y a une tentative de réaliser une synthèse, et le syncrétisme, vous savez, ça a joué un très grand rôle dans l'histoire, entre l'ordre traditionnel de la souveraineté et un ordre nouveau qui serait à construire grâce à la coopération de tous ceux qui en ont marre de l'Occident. Et c'est compréhensible que l'Occident en ait marre. Vous savez, ce qui se passe en Afrique francophone est très important. Quand on va là-bas, et j'aime bien ces pays africains, ils disent n'importe qui, mais plus les Français. On en a marre des Français. Qu'ils servent ceci ou qu'ils servent. Bien sûr, ils ont fait des trains, pas beaucoup. Ils ont fait des routes, ils ont fait des usines, et Dieu le rapporte surtout essentiellement, mais on en a marre des donneurs de leçons qu'ils ont pillés. Et donc n'importe qui plutôt que la Français. Je n'ai pas entendu encore un seul journaliste dire ça, parce que ça perdrait peut-être ses responsabilités, mais je pense que c'est une profonde réalité. Et quand on s'étonne que les Russes puissent être présents, par exemple, dans quelques pays du Sahel, il n'y a pas à s'en étonner. Ils prendraient n'importe qui plutôt que des Français, qui promettent n'importe quoi, mais qui se feront largement rétribuer, et qui de toute façon n'apportent rien de particulier de plus qu'à l'époque coloniale. Il faut d'ailleurs noter le rôle de l'organisation de la francophonie, qui joue un rôle très subversif en faveur des Français, et par-delà tout intérêt pour la langue française et de la culture française.
Alors il se passe des choses dans cette partie de l'Asie, notamment, qui semblent devenir un nouveau centre du monde, chacun son tour. Et je pense qu'il n'y a pas à s'en inquiéter plus que se sont inquiétés tous les peuples du monde depuis que l'Europe les emmerde, comme les États-Unis. Et je crois que c'est le mot. Je crois que notre bilan international occidental n'est pas très positif, malgré la qualité de notre culture, de notre civilisation. Et je pense que ça montre qu'il y a des contradictions dans toutes les sociétés, dans toutes les formations sociales. Comment faire donc pour assister ce mouvement? D'abord le prendre en considération. Et j'ai parfois l'impression que les juristes assimilent la Terre et la planète à un salon où l'on cause, y compris chez les juristes progressistes. On n'est pas du tout dans un salon où l'on cause, on est dans un salon, dans un champ de bataille plutôt, où tous les coups sont permis. Et où donc le droit a un rôle particulier à jouer pour éviter précisément qu'il ne s'agisse que de règlement de compte. Et donc il faut prendre les choses comme elles sont. Bien sûr que on connaît bien la Corée, pas comme moi ici. C'est pas pour autant qu'on considère que c'est le modèle à adopter en France ou ailleurs. Mais c'est une société qui tente une synthèse complexe entre le confucianisme et le marxisme. Ça les regarde. C'est à eux de décider, comme n'importe quel autre peuple, et nous les premiers. On est français, par exemple, la bataille des gauches a toujours été une réalité. C'est une stupidité fondamentale, mais elle se pratique depuis la Révolution française. Combien de clubs se sont entre-déchirés dans la lutte pour la Révolution contre la monarchie? Combien de guillotines ont fonctionné? On n'en parle pas. Aujourd'hui, on ne se guillote plus déjà, mais on s'élimine, on s'exclut, on se dénonce. À bas Mélenchon, à bas Roussel, à bas les socialistes. On peut dire à bas pour tout le monde parce que c'est pas nous, c'est les autres. Mais c'est notre tradition et il faut qu'on fasse avec. Et c'est pas la tradition des Russes, par exemple. C'est pas la tradition des Chinois. Et les Chinois, ça s'explique aussi parce que la grande majorité de la population appartient à la culture et à la civilisation Han, qui est ultra majoritaire, les autres étant très minoritaires. C'est comme ça, c'est chinois, c'est pas nous. Mais cette tentative me paraît moi très intéressante, il faut essayer de travailler sur cette question. Alors j'ai passé en revue, et dans le texte écrit qui sera sans doute mis en ligne prochainement, je passe en ligne tous les problèmes juridiques, techniques qui sont à poser, et j'aimerais bien aussi qu'on puisse concevoir des petits duos de juristes d'États différents, collaborant pour faire des analyses sur ces sujets, sur ces thèmes, puis les rassembler, puis les diffuser, les médiatiser. Ne pas se satisfaire simplement de ce qui se dit, de ce qu'on dit et de ce qu'on répète. Et la réalisation aussi d'un manuel international, et j'y insiste, de droit international me paraîtrait une nécessité d'une certaine portée. Je ne me fais pas d'illusions, le droit n'a pas un rôle déterminant, mais un rôle non négligeable. Et c'est déjà le rôle que l'on peut jouer, un rôle non négligeable. C'est déjà pas mal par rapport aux multiples fonctions parasitaires que développe notre système. Je pense qu'on n'est pas des parasites, pas encore, mais on peut les devenir si on ne fait que ronronner. Voilà, je vous remercie. Très bien, je propose peut-être de continuer parce qu'on a pris un peu de retard et puis on prendra un temps de réflexion et de débat. On m'a demandé d'intervenir sur le sujet des sanctions en droit international public. Alors, pourquoi dans un sujet sur les Nations Unies, un sujet sur les sanctions? Évidemment, on a les sanctions sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais on a des sanctions qui ont débordé ce cadre.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, les sanctions ne sont pas seulement un outil prévu par la Charte, en fait, on le trouve déjà dans le pacte de la Société des Nations. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au début, cet outil, qui était un outil au service de la paix, c'était prévenir les conflits en cherchant de manière consensuelle à justement empêcher qu'une situation ne dégénère, et finalement devenu en fait un outil, notamment des puissances occidentales, mais pas exclusivement, pour justement contraindre dans la palette des instruments dont elles disposent. Alors, sur le pacte de la Société des Nations, les sanctions se trouvent à l'article 16. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on verra ensuite qu'elles sont rédigées en des termes qui sont très proches de ceux de la Charte des Nations Unies. Que nous dit l'article 16 ? Si un membre de la Société des Nations recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, 12, 13 ou 15 c'est la médiation ou l'action du Conseil, et il est ipso facto considérant comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la société. Ces derniers, donc tous les autres membres de la Société des Nations, s'engagent à rompre immédiatement toute relation commerciale ou financière avec cet État, interdire toute relation entre les nationaux, leurs nationaux et les nations de cet État, et empêcher toute relation financière, commerciale ou personnelle entre les nations de cet État et les nationaux de tout autre État, membre au nom de la société. Donc en fait, on voit très clairement qu'on est dans une démarche d'exclusion d'un État qui commettrait un acte contre la paix. Alors, qu'est-ce qui peut être fait ? C'est de prendre des mesures pour, notamment, ensuite on envisage l'utilisation des forces militaires, navales ou aériennes, et même la possibilité que tout État qui commettrait donc un acte contre la paix ne serait plus membre de la Société des Nations. En pratique, on sait ce qu'il en est advenu. La SDN n'a pas eu le champ qu'on espérait jouer. L'exemple type, c'est l'agression de l'Éthiopie par l'Italie fasciste, où le Conseil a recommandé des sanctions, mais elles ont été limitées. Il n'y a pas eu d'embargo sur le pétrole, il n'y a pas de fermeture du canal de Suez. Finalement, l'Italie fasciste n'a pas subi lourdement les sanctions. On revient en 1945, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui reprend les mêmes dispositions, mais qui les précise. Déjà, il faut savoir que le chapitre 7 est placé sous un chapitre qui est menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression. Donc on est clairement, non pas pour sanctionner par exemple des violations des droits humains ou un régime, c'est bien menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression. On voit progressivement par la suite comment les sanctions ont été élargies dans un champ qui finalement vise à faire des opérations de police internationale. Alors, ça c'est l'article 39 de la Charte. Dans ce cas-là, s'il y a de telles mesures, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Donc on n'emploie pas de sanctions, c'est des mesures alternatives à la force armée. Le mot sanction n'est pas dans la Charte des Nations Unies. Elles peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques et radioélectriques, en gros de toute communication et tout moyen de communication, ou la rupture des relations diplomatiques. Donc là aussi, on voit un deuxième élément. Donc déjà, le mot sanction n'est pas employé en tant que tel. Par contre, on a des mesures qui concrètement sont des sanctions. Et en fait, on trouve le prototype de ce qu'on verra aujourd'hui, à savoir des sanctions qui sont de nature économique, commerciale ou diplomatique. Et toujours dans le cadre de la Charte, le chapitre 7, si le Conseil de sécurité estime que les mesures sont inadéquates, il peut, dans ce cas, prendre au moyen de forces militaires toutes les actions qu'il juge nécessaires. Et là, on peut avoir des blocus ou des opérations exécutées par la force aérienne, navale ou terrestre des membres des Nations Unies. C'est l'état-major, notamment, dont parlait Robert Charvin. En fait, la possibilité d'avoir des interventions militaires. Alors, il y a deux éléments qui sont quand même importants à voir. Déjà, premièrement, c'est qu'effectivement, on a un champ qui est limitatif. C'est bien menace contre la paix ou acte d'agression. C'est pas mis sur le même champ, et c'est vrai que c'est assez largement compatible, du moins cohérent. Et surtout, c'est un cadre qui se veut consensuel. S'il y a un veto des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour empêcher que le droit international soit justement instrumentalisé par l'un des membres aux raisons d'une règle qui serait démocratique, par exemple 3 contre 5, avec finalement un jeu de vote. Ça, c'est le cas de la Charte des Nations Unies. Et ce cadre, il faut voir qu'il y en a eu plus de 30 qui ont été mis en œuvre. On est à 31 régimes de sanctions depuis 1966. Aujourd'hui, il y en a 14 qui sont en cours. Ce sont des sanctions qu'on va retrouver, par exemple, vis-à-vis de l'Iran, on va en retrouver vis-à-vis de la Corée du Nord, on en retrouve aussi vis-à-vis des talibans. Donc il y a un certain nombre de régimes de sanctions. Ce qu'il faut toutefois noter, c'est qu'en principe,
la plupart de ces régimes de sanctions, qui ont un objet limité, je pense par exemple dans le cas de la Corée du Nord, le programme nucléaire, n'aboutissent pas à des actions de type militaire. Or, la manière dont les sanctions ensuite ont été étendues par d'autres pays ou blocs de pays, eux sont devenus parfois le prélude d'une intervention militaire. Alors déjà parlons de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de forces armées. Donc elle ne va pas l'utiliser comme prélude à la force militaire puisqu'elle n'en dispose pas. Par contre, le fait qu'elle mette en place des sanctions va finalement être une alternative à l'absence de puissance militaire en utilisant ce qui fait sa force, à savoir la politique commerciale, et de permettre d'isoler un certain pays. On a aujourd'hui, en 2010, plus de 35 pays qui sont sanctionnés par l'Union européenne. On avait seulement 6 en 1991. En fait, la fin de la guerre froide va aboutir à cette accélération du régime de sanctions, puisqu'en fait, on va avoir également un certain nombre d'arguments, notamment des opinions publiques. Les sanctions sont vues comme morales. En quelque sorte, ce sont des mesures qui vont sanctionner une méconnaissance, non seulement du droit international, mais d'un certain nombre d'éléments touchant, par exemple, aux droits de l'homme. Un certain nombre de ces sanctions sont des contre-sanctions. Je pense par exemple aux mesures extraterritoriales qu'ont pu prendre les États-Unis. Alors justement, parlons des États-Unis, on a une trentaine de pays ou d'entités, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un outil alternatif. On l'a vu dans les guerres commerciales qu'a largement initié le président Donald Trump, qui en fait a utilisé les sanctions dans un cadre qui est plus large. Si on regarde maintenant ces sanctions peuvent viser des personnes physiques ou morales. Ça peut être des gels d'actifs, des interdictions de voyager, voire des registres publics, on peut avoir des activités financières, avec par exemple des restrictions d'accès aux investissements étrangers, aux banques étrangères. On l'a vu pour la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine sur l'exclusion du réseau SWIFT. Ça peut être également un secteur d'activité qui est par exemple jugé, qui va par exemple être proliférant. Et en fait, ou ça peut être des activités, par exemple des cyberattaques, ou la lutte contre le terrorisme. Et les sanctions, finalement, correspondent à des gammes moins fortes, moins coûteuses en vie humaine qu'une intervention militaire. En fait, les sanctions, c'est un premier stade, une forme d'avertissement avant, finalement, l'intervention qui pourrait être militaire en bonne et due forme. Alors, le but, c'est de modifier le comportement des acteurs du pays visé. Là, on est tout à fait dans le cadre de la Charte des Nations Unies, mais aussi de faire pression sur le gouvernement pour qu'il recherche un compromis de des conditions qui vont lui être moins favorables, ou alors d'en accroître les difficultés pour favoriser un changement de régime. Bref, les sanctions, on n'est plus dans le dialogue, parce qu'on est dans l'unilatéral, mais on est dans une démarche qui vise justement à contraindre le pays sanctionné. En apparence, ça ressemble énormément à la Charte des Nations Unies, puisque c'était des menaces contre la paix, des risques d'agression. Sauf que dans les faits, dès lors que les sanctions peuvent être décidées unilatéralement, c'est-à-dire hors d'un cadre collectif. Les États-Unis, quand ils prennent des sanctions unilatérales, c'est hors d'un cadre collectif. D'ailleurs, les premières sanctions américaines en cours, elles datent de 1917. Elles sont très antérieures au principe même de la Société des Nations, qui apparaîtra après, et à fortiori de la Charte des Nations Unies. Et quand l'Union européenne va prendre des sanctions, c'est qu'en fait, c'est utilisé comme un outil diplomatique. Mais là où finalement il y a un changement de paradigme, c'est alors que ça devait être un outil consensuel, c'est-à-dire qu'il y avait un accord large pour voir ce qu'il en était. C'est aussi pour ça que pendant la guerre froide, il y a si peu de sanctions. Le double système États-Unis-Union soviétique fait qu'il est très rare que les pays se mettent d'accord pour prendre des sanctions. Aujourd'hui, on est sur un dispositif qui permet finalement d'intervenir avant d'affaiblir un pays et qui est en quelque sorte la poursuite de la guerre, j'ai envie de dire, par d'autres moyens. Alors, on pourrait penser que les sanctions, compte tenu de leur extension, sont devenues un outil extrêmement populaire. En fait, pas tant que ça. Et c'est assez intéressant de voir qu'un certain nombre de chercheurs, là je vais appuyer sur Françoise Marmouillet, qui est journaliste à The Conversation, un article du 3 septembre 2020, qui va montrer un certain nombre de critères. En fait, on a évidemment eu des études, les sanctions sont devenues un outil de droit international, je ne parle plus des sanctions des Nations Unies, mais des sanctions dans les relations internationales, avec un certain nombre de critères. Premier critère, il faut qu'il y ait des liens larges entre les pays qui sanctionnent, le pays qui sanctionne et les pays sanctionnés. C'est-à-dire que si la communauté internationale fait preuve de manque d'unité, le pays sanctionné va changer de partenaire. On l'a vu par exemple pour la Russie, qui depuis la dégradation de ses relations avec l'Occident s'est rapproché de la Chine. On l'a vu également, par exemple dans le domaine militaire, où généralement il y a des ruptures d'approvisionnement capacitaire, et progressivement qui sont palliées par l'intervention d'autres acteurs et la possibilité de diversifier les partenaires.
Autre critère, on a vu que les sanctions étaient plus efficaces à l'encontre des démocraties que des régimes autoritaires. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais quand vous sanctionnez une démocratie, l'opinion publique a tendance à avoir davantage de poids. Dans les régimes autoritaires, on trouve, et pas seulement, on voit aussi en démocratie, le phénomène d'effet drapeau, le voilà, on the flag, c'est-à-dire qu'évidemment, on trouve finalement un ennemi commun. De manière générale, plus un régime est autoritaire, plus les sanctions finalement ont un effet faible, puisque finalement, en fait, le régime va pouvoir trouver une cause de difficulté qu'il connaît. C'est plus efficace vis-à-vis des régimes qui sont instables, politiquement, économiquement, puisqu'en fait, vous en accroissez les difficultés. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'était pas du tout ce qui était prévu dans la Charte des Nations Unies. Le but n'était pas d'aboutir à des changements de régime ou finalement à accélérer des évolutions qui pouvaient sembler en cours. Mais c'est ce à quoi aujourd'hui, finalement, les sanctions sont assimilées, c'est-à-dire en fait à des mesures de police des relations internationales. Alors justement, est-ce qu'elles sont efficaces ? En fait, elles sont plus efficaces à court terme. À court terme, avant que le pays ne va commencer à diversifier ses partenariats, va aussi renforcer ses propres capacités, ses propres autonomies et souvent ses propres filières économiques, militaires, effectivement, les sanctions ont surtout un effet à court terme. Elles ont surtout un effet quand l'objectif est limité. Si le but c'est un changement de régime, disons-le, si c'était le but contre l'Irak en 1991, contre Cuba, contre la Corée du Nord ou contre la Syrie, ce ne sont pas les sanctions qui ont abouti à des changements de régime en Syrie, c'était l'offensive menée depuis Idlib par des forces islamistes. Non, le seul cas finalement d'un changement de régime, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Là, et en plus, c'est vrai que c'était un cas où il y avait, l'apartheid a eu plusieurs causes, notamment des changements qui sont internes, mais objectivement, les sanctions ont pu jouer un rôle. Mais le changement de régime, si le but c'est que les sanctions changent un régime, déjà ce n'est pas le but qui était poursuivi dans la Charte des Nations Unies, et surtout ça n'arrive qu'exceptionnellement. Ensuite, on notera également qu'une fois que le conflit est apparu, les sanctions ne sont finalement qu'un élément supplémentaire. Alors, un débat qui était assez grand pour voir les sanctions, c'était le cas de l'Iran, du programme nucléaire iranien. Il semblerait qu'à plusieurs reprises, avec un mélange d'ailleurs de sanctions et de dialogue, que le programme a été gelé. Bon. On sait aussi que l'administration Trump a tout fait, mais aussi l'administration Biden pour torpiller l'accord. Et au final, le programme a continué. En fait, on voit finalement assez peu de cas où les sanctions vont permettre d'infléchir le comportement. Pourtant, c'était bien l'objectif pour lequel elles étaient prises. On a vu aussi, par exemple, contre la Chine. La Chine, dès qu'on a eu les sanctions, le chiffre d'affaires de Huawei a baissé de 28,9% en 2021 par rapport à 2020. Donc on a vu immédiatement des effets très grands. Sauf qu'après, Huawei, comme d'autres entreprises, a diversifié ses partenaires. Et surtout, le vrai problème des sanctions, c'est leurs effets et leur légitimité. Leurs effets. Théoriquement, ça ne devrait pas toucher les populations. Dans les faits, c'est ce qu'on a constaté. Alors, par exemple, contre la Biélorussie, l'Europe va exclure les aliments pour bébés. Voilà. Genre qu'un enfant, par définition, est innocent et qu'il ne faut pas le mettre. Sauf que par un effet de diffusion, quand le but justement est d'affaiblir un État ou de l'amener à un choix de comportement, on va toucher l'ensemble de la population. Les dirigeants, si c'est le but, généralement ils ont des moyens qui leur permettent justement d'avoir des approvisionnements par d'autres moyens. Je pense au scandale qui avait été fait quand on voyait par exemple en Corée du Nord des sacs à main de luxe au bras de la première dame. Oui, il y a toujours des moyens de contourner quand vous disposez, j'ai envie de dire, du pouvoir suprême. En revanche, pour la population de citoyens lambda, les sanctions ont un effet très grand. Moi, ce qui m'a toujours choqué quand j'étais plus jeune, c'était de voir par exemple les sanctions qui avaient été prises dans les années 90 en Irak. Les sanctions, avec des effets sur la population, ont nourri, on le sait maintenant, un certain nombre d'éléments qui à l'époque étaient plutôt proches de Saddam Hussein et qui ensuite vont aboutir à des personnes qu'on retrouvera dans le camp djihadiste. C'est-à-dire qu'en fait, ça nourrit les sanctions, une espèce de dynamique finalement de haine et de vengeance, ce qui est assez logique, donc qui est totalement a contrario. C'est-à-dire que les sanctions qui théoriquement devraient être ciblées, en fait, tentent à se diffuser à toute une population. Et enfin, si vous regardiez bien les sanctions, généralement, elles ne touchent que les adversaires des pays occidentaux. À supposer que les sanctions soient les droits de l'homme, vous n'en verrez pas contre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Donc en fait, dès lors qu'il y a un deux poids, deux mesures,
alors même qu'il doit y avoir des critères objectifs, les sanctions perdent énormément de leur légitimité. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est bien un champ qui est identifié des relations internationales, qui est privilégié dans un certain nombre d'organisations internationales, les Nations Unies, mais aussi l'Union européenne et un certain nombre de pays occidentaux. Toutefois, leur débat sur l'efficacité et leur légitimité en montrent les limites. Aujourd'hui, les sanctions sont un moyen qui est utilisé notamment parce qu'il y a un certain poids économique, alors c'est pas le seul, hein. Les États-Unis, par exemple, les GAFAM sont liés au renseignement américain, c'est aussi un autre outil qui permet aux États-Unis d'intervenir dans le champ cyber. C'est un outil où, en quelque sorte, l'avance économique des pays occidentaux, et même s'il recule, le professeur Charvet en parlait sur le domaine démographique, mais il y a un recul, enfin il y a encore une avancée économique qui a permis justement de le voir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, plutôt que de rejeter les sanctions par principe, je vous avoue que c'était plutôt ma position il y a quelques années, aujourd'hui je serais plutôt pour revenir au principe de la charte, c'est-à-dire des sanctions qui doivent être sur un champ qui est défini, c'est-à-dire l'agression, les menaces contre la paix, ne pas faire des sanctions, la bonne à tout faire, des relations internationales avec des objectifs qui ne sont pas les siens, et qui très vite, si on touche à la démocratie, sont très connexes au droit d'ingérence, et surtout en faire un outil qui soit adopté dans un cadre consensuel. Ce n'est pas un hasard si au niveau communautaire, la politique européenne de sécurité commune, enfin la politique étrangère et la politique de sécurité et de défense commune soient à l'unanimité, c'est justement pour éviter qu'avec un système de règles, on soit sur des votes qui permettent finalement de changer en fonction des circonstances l'objectif recherché. Je vous remercie. Alors ensuite c'est Rudolf Elkaresh. Oui, je suis là. Parfait. Oui. Et c'est pas Elkaresh, c'est Elkaré. K-A-R-E-H. Désolé, mais je n'aime pas qu'on coche mon nom, je ne voudrais pas écorcher le mot. Bon, j'ai la parole là? Oui. D'accord. Je vous remercie, et puis je remercie les amis qui se trouvent dans la salle et à la tribune, et notamment mon très très grand ami Robert Charvin qui m'a permis de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un problème de son, on n'entend pas très bien les interventions, et il se peut que certains des propos que je vais tenir recoupent ce qui s'est dit par mes prédécesseurs. L'angle sous lequel je vais aborder la question se situe dans le cadre du temps long. C'est-à-dire que je voudrais porter un regard à la fois historique et thématique sur la question de la charte de l'ONU et sur les pratiques onusiennes comme le précise le titre. Autant il est de notre devoir de défendre la charte de l'ONU, qui reste un document incontournable aujourd'hui en matière de régulation internationale, et il n'est pas sans incidence comprendre le fonctionnement de l'ONU, de savoir que cette charte a été proclamée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, mais que la mise en place des structures de l'ONU a eu lieu entre 2 et 3 années plus tard. Et ceci n'est pas sans importance dans le regard que je vais personnellement jeter sur les pratiques onusiennes. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU et les principes acceptés et élaborés par l'ONU sont en fait une réponse à l'hitlérisme. Une réponse à la violation de toutes les règles qui avaient été mises en place progressivement dans l'espace européen dans le cadre des traités de Westphalie, et principalement basés sur le principe de souveraineté, de non-ingérence, d'inviolabilité des territoires, ce que justement Hitler, et avant lui Napoléon, mais ça dans d'autres conditions, avait
avait entrepris, et principalement contre la Russie. Nous sortons d'une Deuxième Guerre mondiale où il y a de grands équilibres qui se dessinent, et c'est dans le cadre de ces grands équilibres que l'ONU va commencer à fonctionner. Je parle des équilibres, principalement parce que nous allons voir que dans la deuxième étape, il va y avoir un énorme déséquilibre qui va produire certaines situations. Dans ces conditions-là, l'ONU est obligée, ou les puissances au sein de l'ONU sont obligées de composer avec les règles définies par la charte. Je prends le cas des États-Unis, qui sont pratiquement la puissance qui a accumulé les plus grandes violations de la charte de l'ONU et des principes de l'ONU depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais prendre un exemple en citant un des représentants des États-Unis au sein du Conseil de sécurité, Patrick Moynihan, qui dit dans ses mémoires « Mon travail principal au sein du Conseil de sécurité a été d'empêcher la mise en application des résolutions de l'ONU concernant la Palestine. » Je cite textuellement ses mémoires. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que l'ONU comme terrain de confrontation entre les puissances d'une part et de régulation de cette confrontation, dans un premier temps, en raison du rapport de force, oblige les puissances à tenter de contourner les résolutions prises dans le cadre du droit international parce qu'elles sont incapables sur le terrain de transformer ce droit en justificatif de leurs actions de force. Vous allez voir l'évolution ultérieurement dans la deuxième étape avec l'effondrement du système des blocs. Ici, je voudrais, si j'ai bien entendu ce que disait monsieur, je ne sais pas si c'est Maître ou monsieur Crémieux, excusez-moi, je ne connais pas votre statut lorsque vous parliez de sanctions. Je voudrais rappeler que dans la charte de l'ONU, le terme sanction n'existe pas. On parle de mesures coercitives dans le cadre du chapitre 7. Et ceci va nous amener tout à l'heure à évoquer toutes les hérésies qui ont été portées par les pratiques onusiennes, mais j'y reviendrai dans un premier temps. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que dans le sillage de ce grand équilibre de forces au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mouvement extrêmement important qui se produit, c'est le mouvement de décolonisation. Ce mouvement de décolonisation se fait justement parce que des équilibres se sont formés au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce mouvement de décolonisation connaît son apogée relative avec la conférence de Durban et avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. L'angle sur lequel je vais aborder la suite des questions est éclairé principalement par la question de Palestine, pour restreindre, si vous voulez, le cadre dans lequel je suis en train de situer mon propos. La deuxième étape, c'est juste après l'effondrement du système des blocs. Et après cet effondrement du système des blocs, nous avons affaire à de toute autre pratique et à une violation quasi systématique, et j'insiste sur ce point, de la charte de l'ONU, non seulement par certaines puissances et avec à leur tête les États-Unis, mais également par l'appareil onusien. Et là, les exemples ne manquent pas. 1991, la guerre d'Irak. Elle s'est produite, et l'invasion, l'attaque contre l'Irak s'est produite sous l'égide des Nations Unies, parce qu'il y avait eu une agression dans les conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Tout le monde sait que ce qu'a dit Madame April Gaspi, ce qu'elle a raconté dans ses mémoires, qu'on a complètement occulté, on l'a empêché de publier ses mémoires. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, une puissance viole les règles du droit international après avoir pris des engagements. Je pense ici, je parle
principalement de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou certains d'entre vous se remémorent la question, le fameux massacre de l'autoroute 80. Les Américains à l'époque et les puissances coalisées, mais les Américains ont pris eux-mêmes l'initiative, s'étaient engagés à ne pas attaquer l'armée irakienne qui se retirait d'Irak. Vous vous souvenez qu'il y a eu plus de 10 000 morts et que la colonne a été entièrement détruite par décision américaine en violation des règles d'engagement et du droit humanitaire, c'est du droit de la guerre. Nous en arrivons évidemment à 2003. En 2003, il n'y a aucune ouverture légale en termes de droit international à l'invasion de l'Irak et nous savons ce qui s'est passé. Auparavant, je rappelle que lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001, nous avons commencé à apercevoir les prémices, si vous voulez, d'un nouveau discours qui était tenu par la puissance américaine. Je cite ici en particulier une déclaration en 2001, après l'attentat contre les Twin Towers, une déclaration de la Maison-Blanche, qui dit textuellement « Si, quelle que soit la forme que prendra la justice, elle devra satisfaire le président Bush », ce qui signifie que le président des États-Unis devient le référent du droit international et non plus la charte de l'ONU et les principes internationaux. Et simultanément, c'est intéressant de le relever, en Palestine, le ministre de la Défense de l'époque, aujourd'hui on a changé de nom, on parle de ministère de la guerre de nouveau. Et parenthèse, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare dans les Caraïbes, je viens de voir une déclaration de M. Hexet sur la question. Le ministre de la Défense israélien, Ben Eliezer, dit textuellement ce qui a changé au lendemain du 11 septembre, c'est que nous avons tué hier 14 Palestiniens et que le monde n'a pas bronché. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a tué plus de 70 000 Palestiniens et blessé près de 200 000 et le monde n'a pas bronché. Simultanément, au même moment, nous avons un début de remise en question des principes fondateurs de l'ONU. Ces principes fondateurs, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, je le disais, étaient basés principalement sur, donc je le rappelle, la non-ingérence, la souveraineté, les souverainetés dans tous les domaines. Nous n'oublions pas que l'ONU est une association d'États, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Je vous dis parce que vous allez voir comment l'appareil onusien viole lui-même la charte de l'ONU. Nous avons donc ces principes fondateurs qui reprennent les principes principaux des traités de Westphalie, et nous avons également Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, qui, quelques mois, je pense que ça devait être en mars ou avril 2006, quelques mois avant l'invasion et la guerre de 3 jours au Liban, Madame Condoleezza Rice annonce dans un discours dans une base américaine de Caroline du Sud, elle annonce de façon péremptoire que les traités de Westphalie étaient caducs. Or, les traités de Westphalie ont été au fondement même de la régulation des relations internationales après la Deuxième Guerre mondiale. Ceci pour dire que le grand déséquilibre des forces qui s'est produit après l'effondrement des blocs, après l'effondrement de l'URSS, certains disent de l'URSS, moi je préfère dire l'effondrement des blocs pour une raison très simple, c'est que le système des blocs a régulé l'ensemble des relations internationales pendant la guerre froide et qu'on ne peut pas comprendre l'évolution des États-Unis sans sa relation avec l'URSS, mais ça nous amène à une autre question. Progressivement, donc, sous l'ombrelle d'une remise en question des principes, même des principes fondateurs, nous avons un début de contournement de l'ONU. Alors nous avons l'invention de quelque chose qui s'appelle les coalitions de volontaires. Vous en avez certainement entendu parler dans la bouche du président Macron il y a quelque temps, mais en fait, cette notion de coalition des volontaires, elle a commencé très tôt.
Elle a commencé en 2003 avec l'invasion de l'Irak. Ici, je ne veux pas faire d'analogie simpliste, mais d'un point de vue, moi qui suis sociologue, sous cet angle-là, et également sémiologue, j'établis, si vous voulez, des corrélations. Et ce qui est intéressant dans la corrélation de volontaires, c'est que là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans le cadre du Far West, où un marshal qui n'arrivait pas à rassembler des shérifs légalement élus pour participer à son campagne, appelait à une coalition de volontaires. Il y a quelque part une relation à ce. La deuxième hérésie, que je considère personnellement comme une hérésie, et plus que cela, parce que ces organisations, ces rassemblements n'ont aucune légitimité en termes de droit international. Le G7, le G8, etc. Ce sont des formations ad hoc qui, elles également, tentent de contourner l'ONU comme organisation comme organisation de régulation des relations internationales. Et puis à l'invention de cette notion dite de communauté internationale, je rappelle que la seule communauté internationale valable et valide, c'est l'ONU, c'est l'Assemblée générale de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, ce sont les structures onusiennes, et certainement pas l'axe Londres-Washington qui veut se substituer littéralement à la seule organisation qui a une validité légale dans ce terme. Et là également, en termes si vous voulez, de contournement et de déséquilibre, je voudrais attirer l'attention sur le rôle du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Je ne vais pas débattre ici de la question du développement, c'est un débat qui est extrêmement long et il est au cœur même des pratiques onusiennes, négativement et positivement. Mais je voudrais rappeler que le PNUD s'est transformé à la faveur de ce déséquilibre, encore une fois, en une espèce de relais structurel et politique, culturel, organisationnel de la globalisation américaine. Moi, je ne dis pas mondialisation, je dis globalisation américaine parce qu'on a vu, avec l'évolution des choses, qu'il y avait un centre principal de cette soi-disant globalisation. Le rôle du PNUD, là également, est extrêmement critiquable. D'abord, le modèle qui a été porté après ce déséquilibre et l'effondrement du système développé par le PNUD est un modèle qui en réalité est le modèle ultralibéral qu'on a voulu appliquer quasiment à l'ensemble du monde. Et puis, sans entrer également là dans les détails, mais s'il y a un débat, on pourra en reparler, les rapports du développement humain, notamment pour le monde arabe, élaborés par le PNUD, ont été élaborés par ce que j'appelle, et pour moi, je suis désolé de le dire sous cette forme-là, ça prend la forme d'une insulte, et je l'assume, par des informateurs indigènes. Tous ceux qui ont travaillé sur les rapports du développement humain depuis la globalisation américaine et depuis le fameux discours du président Obama au Caire, sont des personnes que j'appelle informateurs indigènes qui ont joué un rôle extrêmement néfaste et qui ont totalement dévoyé la notion de développement, et ils ont même fait le lit quasiment de ce qu'on appelait les printemps arabes, qui sont en fait, se sont avérés une méthode de destruction des principales républiques dans le monde arabe. Je dis bien des républiques parce que des rapports sur le développement humain ne n'ont jamais abordé ni ce qui se passe dans les Émirats du Golfe et en Arabie Saoudite, ni dans les monarchies. Je passe maintenant au manquement des pratiques onusiennes. Je vous donne ici une petite anecdote mais qui est extrêmement significative. Dans un débat un jour avec Jean-Marie Guéhenno, qui a dirigé les forces de la paix de l'ONU, je lui ai... Pardon? Vous m'entendez? Ah oui. Hein? Oui, c'est bon. Oui. Quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro. Pardon? C'est quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro. Ah, d'accord. Okay. Je disais donc, dans un débat avec Jean-Marie Guéhenno,
où j'ai évoqué le fait que la force d'interposition qui avait été mise en place en 1973 entre la Syrie et l'entité coloniale israélienne dans le Golan, cette force s'appelait Landov, a remis ses armes aux forces de lutte sans coup férir. Lorsque j'ai fait la remarque à Guéhenno, il a répondu « Nous travaillons avec les forces de fait ». Or, ça signifie que le représentant d'une organisation qui est une association d'États travaille avec les forces de fait, et en fait, je l'ai dit ce jour-là, en fait, avec les forces de fait accomplies. Il n'a pas su quoi répondre. Ça, c'est une des premières, le début de certaines hérésies des pratiques onusiennes. Je ne veux pas revenir à la question de Palestine, je ne veux pas faire certains pourraient dire de la provocation, mais je pense que la partition de la Palestine, avec la résolution 181 qu'on utilise aujourd'hui comme référent, ça c'est un autre débat, et pour moi, je considère personnellement que c'est un crime. Deuxième pratique onusienne totalement inacceptable, ce qui s'est appelé le pétrole contre la nourriture. Et vous savez quels sont les dégâts humains que cette résolution et que le principe même de pétrole contre nourriture a commis en Irak. Troisième exemple, la question de la finule au Liban. Et j'en veux pour seul exemple. Là, le dossier est, et je peux vous garantir qu'il est extrêmement dense. Il y a près de 15 jours, les forces israéliennes, en violation des accords dits de cessez-le-feu de novembre 2024, sont entrées dans la localité de Blida, au Liban Sud, et ont assassiné de sang-froid un employé de la municipalité de Blida sous le regard des troupes onusiennes. Ça, c'est une question également, je ne vais pas rappeler aussi, ou je vais rappeler plutôt Srebrenica, etc. Mais je voudrais rappeler, au-delà de ceci, si vous voulez, les manipulations et le chantage qui ont été pratiqués à l'encontre de l'ONU et auxquels l'ONU ne s'est pas opposée. Et je pense en particulier, ici, à ce qui s'est passé avec l'ancien le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Kofi Annan a subi un formidable chantage de la part de Richard Holbrooke, celui qui dirigeait la guerre de la Yougoslavie à l'époque et le démantèlement de la Yougoslavie. Kofi Annan a été contraint d'accepter, en tant que secrétaire général de l'ONU, un texte adopté à une conférence de Madrid en 1991 qui assimile la notion de résistance au terrorisme. Et ceci, l'ONU a accepté de cautionner ce type de dérive, et ceci n'est pas du tout à l'honneur de l'ONU. J'en viens maintenant à la manipulation du terrorisme. Vous avez des exemples quotidiens avec vous. Vous avez certainement pris connaissance de cette rencontre qui a eu lieu à la Maison-Blanche à Washington, qui dit maintenant le droit. Je parle de la Maison-Blanche de nouveau et sous forme caricaturale, où un certain monsieur Tom Barak, je n'entrerai pas dans ses relations avec monsieur Epstein, s'est permis de transformer quelqu'un qui avait été légalement, inscrit sur la liste des organisations et des personnes terroristes par l'ONU, de l'introniser comme relais des États-Unis en Syrie. J'en viens et je voudrais terminer sur ce point, principalement la Palestine. Je considère personnellement que c'est en Palestine que se joue l'avenir des relations internationales et l'avenir du droit. C'est en Palestine pour quelle raison? Parce que la Palestine représente aujourd'hui le summum
de la violation du droit international, au point que nous avons affaire parfois à des situations caricaturales. Savez-vous que l'ONU, par le biais du Conseil des droits de l'homme, a élu un jour le représentant de l'entité coloniale israélienne comme président du comité de décolonisation de l'ONU? Savez-vous que M. Danny Danon, le représentant de l'entité coloniale israélienne, a déchiré littéralement devant l'Assemblée générale de l'ONU la charte de l'ONU, sans que l'Assemblée générale ne bouge, sans que l'administration onusienne ne bouge. Et vous savez très bien que la seule entité dite étatique qui a été créée par l'ONU, c'est l'entité coloniale israélienne dans le cadre de la résolution 181. Et vous savez évidemment que Netanyahou, le Premier ministre israélien, a donné l'ordre de faire assassiner des résistants au Liban à partir du siège même de l'ONU. Je pense que, même si je n'ai pas entendu, je pense que mon ami Robert Charvin, le professeur Charvin, a certainement parlé du monde multipolaire, a certainement parlé de l'évolution des relations internationales sous cet angle-là. Je voudrais rappeler deux ou trois points qui me paraissent fondamentaux pour faire face, si vous voulez, à cette situation des héritiers onusiens, qui ne sont pas nécessairement tous négatifs, bien au contraire. Je pense que l'initiative prise par l'Afrique du Sud, soutenue par l'Algérie et plusieurs autres États, à la Cour internationale de justice, a été un moment de basculement historique, même si les effets n'ont pas été immédiatement et qu'aujourd'hui les massacres se poursuivent et le génocide se poursuit à Gaza, en Palestine. Et je pense qu'il y a un jalon qui a été fondé, et je pense qu'il est également important dans ce cadre de soutenir l'initiative qui a été prise par ce qu'on appelle le groupe de La Haye, avec à sa tête l'Afrique du Sud et l'Algérie, pour remettre le droit international sur ses rails, d'une certaine manière. Le deuxième point, c'est la nécessité d'assainir l'appareil onusien. Et là, je donne encore un exemple que je puise dans les pratiques de la Cour internationale de justice. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de la juge qui à un moment a présidé, même si la présidence de la CIJ a une forme particulière, elle n'a rien à voir avec les présidences de cours pénales ou dans le système pénal dans les États. La juge Sebutinde qui dit que son référent principal, ce sont ses convictions évangélistes, et qu'en fonction de ces convictions évangélistes et la préposition pour l'État d'Israël, il est temps, je crois, de rappeler à certains juges et certains fonctionnaires onusiens que leur référent, d'abord c'est la charte, et qu'ensuite ils jugent en termes de droit positif et non pas en termes bibliques ou à partir de convictions mystiques et mystificatrices personnelles. Et je terminerai sur ce point. Je voudrais rappeler que, à mon sens, l'ONU est aujourd'hui un terrain de confrontation. C'est un terrain d'organisation de la confrontation et un terrain de régulation de la confrontation. Le rôle des peuples y est extrêmement important. C'est grâce au rôle des peuples et à un rôle complexe également des puissances émergentes que la voie aujourd'hui peut être tracée pour remettre en place ce rééquilibrage qui s'est perdu depuis 30 ans avec l'effondrement du système des blocs. Aujourd'hui, nous entendons le président des États-Unis nous parler de la paix par la force. Nous avons vu ce que cela signifie et le résultat.
il est grand temps de revenir à la charte. Et je voudrais ici rappeler également le rejet total des faits accomplis, quels qu'ils soient, le rejet total des faits coloniaux, le rejet de l'utilisation de l'ONU comme justificatif et comme faux témoin de politique impériale. Il faut également compter sur nos propres forces, développer tous nos moyens dans tous les domaines pour jouer sur ce terrain qui s'appelle l'ONU et pour faire prévaloir nos positions, notre souveraineté, notre indépendance, tout en évitant évidemment le fétichisme du droit et du texte, et tout le monde pourra comprendre ce que j'appelle le fétichisme du droit et du texte. L'ONU donc est un terrain de combat, et je voudrais rappeler que malheureusement, le droit n'est pas nécessairement la justice, et je crois que notre combat à tous, c'est de faire triompher la justice. Je vous remercie. Vous m'écoutez? On vous entend. C'est bon, allez-y. C'est bon? Ah, oui. Merci. Je vous salue d'ici de Colombie. Je fais un remerciement à Walid et à toutes les personnes qui sont connectées, les professeurs qui ont parlé. Et je m'excuse, mais je ferai mon intervention en espagnol comme est prévu. Et j'espère que ce n'est pas une barrière pour contribuer à la connaissance des... Pour la Palestine, je regarde Romero Tobin. Oui, bonjour, vous m'écoutez? On vous entend. C'est bon, allez-y. C'est bon? Ah, oui. Merci. Je vous salue d'ici de Colombie. Je fais un remerciement à Walid et à toutes les personnes qui sont connectées, les professeurs qui ont parlé. Et je m'excuse, mais je ferai mon intervention en espagnol comme est prévu. Et j'espère que ce n'est pas une barrière pour contribuer à la connaissance de paix et surtout maintenant à la menace des interventions ici en Colombie qui sont très proches, comme le dit le professeur Khalid, très proches à la situation palestinienne. Et c'est pour ça que je dois travailler sur ces sujets de la propos du président Petro. Et alors, je commencerai à parler ensuite en espagnol. Je m'excuse. La intervención que he propuesto se denomina acerca de la propuesta de Unidos por la Paz para Palestina de Petro, que sin duda alguna es una alternativa a la paz de los escombros que nos ha propuesto el magnate asesino, porque no tiene otro nombre, denominado Donald Trump. Esta es una intervención que hago en homenaje a mi madre, que fue una luchadora social por la justicia social y trabajó incluso por la causa palestina, Nidia Tobón, y ella pertenecía a la organización Droit Solidarité, y es asimismo un homenaje a mi padre, que también fue un luchador social, un abogado de causas laborales, y fue asesinado hace ya 49 años. Mi intervención tiene que ver con esta propuesta que hizo el presidente en la asamblea, el presidente Petro en la asamblea el 23 de septiembre de este año, su última presentación en la ONU, y que le ha valido toda clase de persecuciones por el magnate asesino, que ustedes ya conocen, y fue una propuesta que básicamente la planteó de la siguiente manera. Él planteó
que apelando a la figura de Unión por la Paz, se definiera por mayoría la formación de un ejército internacional que interviniera para liberar a Palestina y proteger al pueblo de Gaza ante la agresión que está perpetrando Israel bajo las órdenes de Netanyahu con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Fue muy claro en esa propuesta, pero obviamente esa propuesta tiene bastantes tópicos para analizar, bastantes situaciones complejas que espero poder por lo menos presentar en esta intervención y someter pues a consideración de ustedes, pues que han trabajado bastante en el horizonte de la Carta y en sus principios. De esta manera pues mi intervención está dividida en 3 tópicos esenciales. El primero de ellos es preguntarnos por qué Colombia, qué pasó en Colombia para que Colombia asumiera una posición como la que está asumiendo hoy en día. El segundo tópico es cuáles son esos fundamentos de esa propuesta de Unión por la Paz, y el tercero, explicar claramente por qué ha habido una reacción tan contundente, tan fuerte del gobierno Trump contra el presidente Petro, y aprovechando también pues la situación actual que amenaza con una invasión a Venezuela y de pronto pueda tener un coletazo aquí en Colombia. Estos serían los 3 tópicos que quisiera compartir con ustedes. El primero de ellos, ¿por qué Colombia? Ustedes saben que Colombia desde hace mucho tiempo ha tenido una posición bastante servil con los Estados Unidos de Norteamérica, e incluso a pesar de haber perdido territorio con ese país por la situación del Canal de Panamá, ha sido uno de esos vasallos más leales a este imperio. Pero con el cambio ocurrido en 2022 ha habido un viraje sustancial en esa apreciación, y el país ha recuperado su soberanía y su dignidad dentro del mundo, de tal manera que uno de los primeros pasos que dio el presidente Petro fue acabar con el asedio a Venezuela y normalizar las relaciones con ese país. Ese fue uno de los primeros puntos que yo quisiera poner en este escenario para consideración, porque me pareció un punto relevante. Y adicionalmente el presidente Petro ha generado una serie de críticas al modelo de desarrollo capitalista que él llama carbonizado, o sea, el desarrollo que precisamente el magnate asesino quiere retomar. Y derivado de esta posición que ha tenido, yo creo que fue uno de los primeros presidentes que se pronunció en un discurso en el 1 de mayo de 2024, en donde me voy a permitir leer lo que dijo ese día frente a el asedio y el genocidio en Palestina, que ya lo calificó como tal desde ese momento, y que para mí es un genocidio que se viene cometiendo desde hace más de 100 años. Y dijo el presidente Petro, lo cual es un mensaje pues para toda la humanidad, dijo: aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Dice después: si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir como no vamos a dejar morir la humanidad. Este planteamiento pues tiene mucho que ver con lo que dijo mi antecesor, y es que en Palestina se está moviendo realmente la intensidad de la Carta de Naciones Unidas, porque además de que fue uno de los primeros países que tuvo resoluciones como aquella que también me parece que fue una arbitraria y no muy clara partición, pues ha tenido unas sendas de resoluciones que se mantienen incumplidas, pero precisamente por el poder imperial
y el poder colonial y sionista que ha permitido esto. Entonces, esta apelación a la humanidad que hizo el presidente desde 2024, 1 de mayo de 2024, está precisamente ligado a lo que es el espíritu de Naciones Unidas y de la Carta. No las voy a leer, pero hay 3 propósitos claves como preservar de la guerra, etcétera, la justicia, y esta posición que tuvo el presidente se vio reforzada con la llegada de Trump al poder. Ustedes recordarán el problema del presidente Petro con los migrantes, que los trataban como unos asesinos criminales y los mandaban encadenados a los países. Él se opuso a esa situación y posteriormente en esa reunión de la ONU, en la sesión del 23 de septiembre, expuso claramente su posición contra la situación de asedio en el Caribe y la relacionó con la forma en que se ha atacado a Palestina actualmente, diciendo lo siguiente, que también me parece importante leerlo porque fue básicamente por lo que lo están persiguiendo hoy en día. Dijo así: los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, quizá conozca aquí su nombre ni de jamás, eran caribeños, posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse un proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, que es el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Resalto esta posición del presidente porque, a mi modo de ver y dentro del constitucionalismo colombiano, es la posición coherente con 2 principios básicos. Uno de ellos, la forma de manejar las relaciones exteriores, que se fundamenta en la soberanía nacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos, y obviamente en el ataque a situaciones racistas, colonialistas y sionistas como las que ocurren en Palestina, por una parte, y de otra parte porque nuestra constitución política coloca como uno de los derechos fundamentales el derecho a la paz. Ahora viene el segundo punto: ¿cuáles son los fundamentos de esta propuesta de Unión por la Paz que ha presentado el presidente? En primer lugar, y ustedes deben conocerlo muy bien, esta fue una alternativa que se gestó promovida por los Estados Unidos para el tema de Corea, y fue, digamos, manipulada por ese país para lograr una asociación mundial. Entre ellas participó Colombia, en la cual pues se unieran para digamos, atacar a Corea, pues a Corea del Norte, o bueno, al comunismo pues que estaba en esa zona. Y fue una resolución que planteó precisamente un escenario de paz, y leería solo esta parte. Quisiera resaltar esta parte que dice que si el Consejo de Seguridad no actúa, que era el momento de no actuación en esa situación, porque la Unión Soviética se abstuvo, los estados, dice esa resolución, la 377A de 1950, no exime a los estados miembros de la obligación que les impone de mantener la paz y la seguridad internacionales. Mi pregunta obviamente es: ¿qué pasa entonces en Palestina y cómo puede ser esto aplicable frente a un genocidio que está en curso? Obviamente no hay paz en esa zona, pero aún más ni siquiera es una guerra, sino es un exterminio, un genocidio respecto del cual la población mundial debe reaccionar, y ese fue el mensaje del presidente. No obstante, hay una crítica que se le ha hecho a esta propuesta, y es precisamente la de asociar una respuesta de guerra con otra respuesta de guerra. Es decir,
esa propuesta del presidente se ha criticado porque sin duda puede ser poco realista frente a la maquinaria de la OTAN que está metida en Israel y es, pues digamos, responsable directa del genocidio que se está cometiendo. Pues interponerse frente a esto serían los países BRICS los que pudieran de alguna manera hacerle frente, que no están dispuestos a ello. Y lo otro que nos genera pues de discusiones, si se va a atacar a Israel con ese ejército, pues que creo que no es el sentido de la propuesta. Yo lo que pretendo exponer a ustedes es que esta propuesta está más apelando a una movilización mundial de paz y en la cual pues debe hacerse una presión que incorpore la desobediencia civil e incluso el incremento de las flotillas y de esa movilización que se estaba dando y que el supuesto plan de paz de Trump quiso parar. Pero el punto es que ese llamado y esta apelación a esa solidaridad mundial hace frente también a la propuesta, y creo que es un escenario importante plantearlo acá, que el magnate asesino ha generado, porque si ustedes analizan cada uno de los puntos de esa propuesta de paz, los 20 puntos del plan de Trump, no encuentran realmente un plan de paz, sino una continuación del genocidio y del exterminio del pueblo palestino. Y para un mejor entendimiento de este plan de paz, yo apelaría a que ustedes revisaran la intervención que hizo Trump el 13 de octubre de este año en la Knesset, cuando explicó su apoyo a Israel y cómo sin ningún ambaje dijo que ciertas personas israelíes, entre ellas Miriam Madison, era una de las principales aportadoras a su campaña. Entonces uno ve que es un plan de paz que es totalmente sesgado, que no puede generar una paz real en el territorio. Entonces esta Unión por la Paz, yo resaltaría varios temas que me parecen relevantes de los fundamentos de esta propuesta, y uno de ellos es el reconocimiento de los límites y fallas estructurales en la ONU. El otro se basa en el reconocimiento del derecho de resistencia del pueblo palestino, y un tercer punto que me parece esencial en esta discusión, y es la resolución 3379 del 75, que determinó que el sionismo era una forma de racismo y de discriminación racial, que fue una resolución que el propio Chaim Herzog, que era el representante israelí en la asamblea, rompió por considerar que pues atacaba sus intereses, y efectivamente lo hace, porque al calificar el sionismo de esa manera, que no merece otro calificativo, y a acercarlo a la forma de apartheid que se ha desarrollado en Sudáfrica, sin duda alguna está poniendo uno de los elementos básicos para generar una paz, y es que este Estado de Israel sionista se acabe esa política sionista de ese Estado de Israel. De otra parte, el plan de Unidos por la Paz sin duda alguna reconoce que se ha cometido un genocidio y que hay unos responsables de ese genocidio que deben purgar sus culpas. Y bueno, como estrategia me parece que es la manera de poner en evidencia que sí puede haber una paz, pero sobre estos elementos básicos que puede que sean difíciles de articular, pero son necesarios y que se van a ir paulatinamente generando para lograr una paz real en Palestina. Y pues yo agregaría en el mundo. Ahora bien, el tercer punto que quería plantearles es por qué la reacción de Trump frente a esto. La reacción obedece precisamente porque el presidente Petro encontró
uno de las fibras más, atacó una de las fibras más sensibles del imperialismo en este momento, por lo tanto, y atacó ese ego de grandeza que tiene Donald Trump. De esta manera, al atacar ese falso plan de paz, él terminó, como ustedes bien saben, en la lista Clinton, en la orden ejecutiva 12978, y además lo calificó al presidente Petro de matón y fabricante de drogas. Lo trató de incorporar a todo ese lenguaje del terrorismo que está manejando actualmente Estados Unidos, y asociándolo a un tema de narcotráfico que efectivamente no existe ni aquí en Colombia ni en Venezuela, porque también debo decir que ese invento frente a Nicolás Maduro es solamente eso, un invento para tratar de invadir el país. Sin duda alguna esto ha obedecido a una estrategia imperialista que quiere replicar lo que ha ocurrido en Palestina, en nuestra zona, y volver a estos países lacayos y serviles de un imperialista como lo es, imperialista, asesino, genocida como lo es Donald Trump, y que tiene obviamente unos sponsors o patrocinadores internos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está sancionado, pues que tiene implicaciones por paramilitarismo, que tiene investigaciones de esa naturaleza. Entonces, de allí la reacción tan dura del presidente de Trump. Pero quería terminar mi exposición diciendo que, pues evidentemente esa reacción es fuerte, pero la idea que debemos tener como humanidad y como sentido de la Carta de Naciones Unidas es precisamente recobrar estos elementos de paz y empezar por Palestina y lograr que en Palestina se geste realmente una paz. Será un camino sin duda alguna valioso, y adicionalmente será, pues, si el sionismo como idea y como planteamiento colonialista, imperialista, se elimina del planteamiento que existe actualmente en el Estado de Israel, tal como lo ha propuesto un autor muy importante que es Ilan Pappé. Es un escenario que yo considero que se debe trabajar en la Unión por la Paz, con el impulso de la movilización mundial, que es un reto que hemos tenido como humanidad actualmente, y que ha mostrado, pues, una eficacia interesante para seguirla explorando en todos los países del mundo que se han solidarizado con el genocidio. Bueno, eso era lo que quería expresarles. Les agradezco. Merci beaucoup pour sa patience et enchanté de participer avec vous dans cette séance. Merci.